Bonjour à toutes et à tous. Nous allons vous présenter aujourd'hui une édition spéciale consacrée au voyage à Londres. Nos reporters sont sur place pour vous faire découvrir les curiosités touristiques de Londres. Pour commencer, nous allons rejoindre Lana, Matteo et Cheyenne au pied de l'ArcelorMittal Orbit. Bonjour à tous et bienvenue sur le reportage Le voyage de vos rêves. Aujourd'hui, moi et mon équipe sommes au Royaume-Uni et nous allons s'intéresser sur l'incroyable toboggan l'ArcelorMittal Orbit. Ce toboggan a été créé en décembre 2011 pour les Jeux Olympiques. Comme vous pouvez le voir derrière moi, cette tour mesure 115 mètres de hauteur. Alors autant vous dire que j'ai un peu les chocottes de le tester. Ce toboggan est au Royaume-Uni, dans sa capitale, Londres, dans le quartier de Stanford. Maintenant, je vous laisse avec ma collègue Cheyenne qui va vous en dire plus. Bonjour à tous, ArcelorMittal Orbit a coûté 19,1 millions de livres sterling. Ce toboggan fut créé en décembre 2011 mais fut inauguré en 2012. Pour descendre ce toboggan, il faut un casque souple, des patins de bois. Ils sont fournis en haut de la glissière, l'équipement est obligatoire. En haut du toboggan, du personnel vous aide à enfiler et contrôler votre équipement. Maintenant, mon collègue Matteo va vous continuer les explications. Bonjour mesdames et messieurs, cette tour a été dessinée par Anish Kapoor, Cécile Balmont et Yoshida Findlay, architectes. Le groupe de développement du toboggan est ArcelorMittal Orbit. L'argent pour construire cette tour provient de l'homme le plus riche de Grande-Bretagne, le président de l'entreprise sidérurgique ArcelorMittal, Laish Mittal. Les 3,1 millions de restants proviennent de London Development Agency. Le sponsor principal de la tour est ArcelorMittal. Il n'y a qu'un matériau utilisé pour cette tour, c'est l'acier. Maintenant, Lana et Cheyenne vont tester le toboggan et ensuite je vais interroger un touriste français. Comment vous appelez-vous et qu'est-ce que vous avez ressenti en faisant ce toboggan? Bonjour, je m'appelle Alice. C'était super bien, même si j'ai eu un peu peur quand ça tournait. Les matériaux qu'on a utilisés, c'était parfait pour la sécurité. Je trouve que c'était super génial et à refaire. Merci Matteo pour cette excellente découverte. Nous passons maintenant à une visite plus culturelle, le British Museum. Bienvenue sur JCLM TV pour un nouveau reportage. Le reportage d'aujourd'hui va parler du British Museum. Ce musée se situe à Londres. Il parle de la culture humaine et de l'histoire. Les œuvres viennent du monde entier. Pour en savoir plus, je vous laisse avec un reportage de Mathilde Vandam, Cassandre Viseux et Lola Janvier. Hi everybody! Bonjour à toutes et à tous et à tous. On espère que vous allez bien. Comme Joséphine vous l'a présenté, nous sommes actuellement dans le British Museum. Oh, très beau, cette architecture magnifique. Le musée accueille 4 600 000 visiteurs par an. Et a une superficie de 13,5 hectares. À présent, nous allons vous montrer les 4 recoins du musée. De vraies merveilles. Hop! 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 Oh, pardon! Maintenant, nous laissons la parole à Lola, notre reporter, qui va nous parler de la pierre de Rosette, qui a servi au déchiffrement des hiéroglyphes Au 19e siècle. L'histoire de la pierre de Rosette commence à l'époque de Ptolémée V, un roi égyptien. Les prêtres ont écrit un décret en 3 langues sur cette pierre. Le hiéroglyphique, les hiéroglyphes, le démotique et le grec. Cette pierre a été ensuite utilisée pour les fondations d'un mur en Égypte, mais Napoléon l'a sortie du mur. L'Angleterre a ensuite voulu récupérer cette pierre après la défaite de Napoléon.
Elle a ensuite été déchiffrée par Champollion au 19e siècle, après donc permis de comprendre comment fonctionnaient les hiéroglyphes et leur signification. Grâce à ce décret, nous avons justement pu comprendre ce que signifiaient les hiéroglyphes, et cette pierre se situe maintenant dans le British Museum depuis 1902. Elle a ensuite été déplacée pendant le Blitz à Londres, pendant la Deuxième Guerre mondiale, et ensuite n'a plus bougé. Merci de nous avoir suivis, on se dit à la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Rendons-nous maintenant à l'Imperial War Museum. Super l'accent. Retrouvons maintenant notre équipe de choc. Bonjour. The Imperial War Museum se situe à Londres et se fut construit en 1920. Avant de devenir un musée, il était un hôpital psychiatrique. Il fait partie des 5 plus grands musées. Consacrés aux guerres, comme à la Première et à la Seconde Guerre mondiale et tous les conflits après 1945. Ce musée est exceptionnel et doit être visité si vous vous trouvez à Londres. Lors de votre visite, vous y trouverez toutes sortes de documents officiels ou d'objets militaires tels que des tanks ou des avions du XXe et du XXIe siècle. Vous pouvez ainsi vivre un bombardement grâce à la simulation 4e dimension et comprendre ainsi la vie dans les tranchées. Au revoir. Qui se balançait sur une toile d'araignée. Je trouvais ce jeu vraiment amusant que tout à coup un éléphant. Badou, 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 badou. Bon. Nous nous sommes fait beau pour recevoir une invitée de marque. La reine Elisabeth II. Bonsoir Votre Altesse, c'est un plaisir pour nous que de vous accueillir sur notre plateau. Bonsoir, ça me fait vraiment très plaisir d'être ici et de pouvoir m'adresser à des millions de spectateurs de Udain. Bien, bonsoir Votre Altesse, pouvez-vous nous parler de votre château Buckingham Palace? Buckingham, c'est vraiment un palace parce qu'il est très grand et c'est parfait pour accueillir ma famille. Un de mes... Comment dire en français? Chien. Merci. Il y a de très grands jardins. C'est accessible au public, mais j'arrive quand même à avoir mon intimité. Nous allons maintenant rejoindre nos envoyés spéciales qui sont devant votre château. Pendant ce temps, je vous propose un royalty time.
Oh, c'est vraiment très très généreux. Bonjour, je m'appelle Anaïs et Élise. On voudrait en savoir un peu plus sur Buckingham Palace. Pour cela, nous allons demander à ces jeunes filles britanniques de nous en plus ou moins s'ennuyer. My name is Alice. And me, Sarah. When did Buckingham Palace open the door? Buckingham Palace opened the doors in 2012 because the Queen started pay the taxes. When Buckingham Palace was built? Buckingham Palace was built between 1703 and 1826. New rooms, bedroom and bathroom are there in Buckingham Palace? Buckingham Palace, there are 778 rooms, 240 bedrooms and 78 bathrooms. Thank you very much. Bye. Vous n'avez certainement pas compris tout de l'anglais, alors nous allons vous expliquer en français. Buckingham Palace fut construit entre 1703 et 1826 et il a été ouvert en 2012. Le palais de Buckingham Palace est la résidence officielle des souverains britanniques. Buckingham est un palais qui est à la fois le lieu où se produisent les événements en relation avec la famille royale et le lieu d'accueil de beaucoup de chefs d'État en visite et une attraction touristique importante. C'est le point de convergence du peuple britannique lors des moments de joie, d'aise ou de peine. Il fut construit pour John Sheffield, duc de Buckingham de Normandie, en 1703. C'est le lieu de résidence de la monarchie britannique. La dernière extension du palais date de 1850. En 1999, on déclara que se trouvaient au palais 19 pièces officielles, 52 chambres principales, 188 chambres du membre du personnel, 92 bureaux et 78 salles de bain. Il mesure 24 mètres de hauteur. Aujourd'hui, Buckingham Palace est non seulement la demeure du prince Philippe et de la reine, mais il est aussi la résidence londonienne du duc d'York et du comte et de la comtesse du Wessex. Non, la monarchie et les fonctions associées se trouvent également au palais. Nous allons maintenant, moi et Élise, vous parler de la relève de la garde. Donc la relève de la garde à Buckingham est l'une des activités les plus emblématiques à Londres. Les gardes assurant la relève de la garde se rassemblent au palais Saint-James, la caserne Wellington à partir de 10h, puis ils se rendent à pied ou d'autres à cheval au palais de Buckingham et certains viennent par The Mall. La durée de la marche dure 5 minutes environ et la troupe est accompagnée d'une fanfare militaire. La garde royale est un régiment qui a été formé autour des années 1656 pour fournir une garde personnelle aux souverains. Ce ne sont pas donc des soldats d'opérette, ce sont des officiers et des soldats hautement qualifiés qui font partie des plus anciennes unités de l'armée britannique et dont la plupart se sont battus avec tous les honneurs dans presque tous les conflits majeurs dans le monde entier où l'armée britannique est présentée. Merci de nous avoir écoutés, à bientôt. C'est bon, je crois, non? C'est pas grave. C'est pas grave. Vous avez oublié de parler du drapeau. Merci Votre Altesse pour ce fabuleux château. Et maintenant, passons au London Eye avec Marie et Léa. Bonjour à tous. On va vous présenter le London Eye qui est ici présent. Alors, le London Eye mesure 153 mètres de hauteur et 123 mètres de diamètre. Le London Eye sous le nom de l'œil de Londres est également surnommé le Millennium ou encore roue du Millennium. Alors, cette roue contient 32 cabines qui font 8 tonnes chacune.
Cette grande roue a été créée par l'ingénieur Arup entre 1998 et 1999. Elle a été... c'était quelque chose qui pouvait faire démarquer l'année 2000. Merci à tous de nous avoir écoutés et à la prochaine fois. Nous allons maintenant rejoindre Florine, Héloïse et Noémie à Westminster devant le Parlement. Quand je vois tes yeux, je suis amoureux. Quand j'entends ta voix, je suis fou de toi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre JT quotidien. Nous sommes actuellement à Londres et nous allons vous présenter le quartier de Westminster. Exactement. Mais on n'avait pas dit qu'on allait parler du Big Ben. Mais t'écoutes vraiment rien, on a dit qu'on en parlera après. N'importe quoi. Bon, ça suffit. Effectivement, le Big Ben et sa cloche de 13,5 tonnes se situent dans le quartier de Westminster depuis le 19e siècle. Il s'est renommé Clock Tower. Non, il s'appelait Clock Tower et on l'a renommé Elizabeth Tower. Mais il n'y a pas que le Big Ben dans le quartier. Il y a aussi le pont, le métro et la célèbre abbaye qui mesure 69 mètres. Elle a été construite au XIIIe siècle. Vous pouvez arrêter de me couper s'il vous plaît? Bon. Elle est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1985. Attention, il ne faut pas confondre l'abbaye et la cathédrale. Bah c'est le même, non? Et non, enfin, je sais pas, on m'a dit de dire ça. C'est vrai, c'est quoi la différence? Enfin bref, le quartier de Westminster est un quartier touristique, les gens viennent et repartent moins bêtes. Au revoir. Mais non, c'est moi qui disais ça. Mais n'importe quoi. Oui, j'ai dit Clock, j'ai essayé de retrouver genre en mode on a bugué tout. Ouais. Sur ma gauche, il y a Big Ben qui est actuellement en rénovation et derrière moi, c'est le Parlement, là où on vote les lois anglaises. Le Tower Bridge se situe en Angleterre, plus précisément à Londres. Il a été construit en 1886 par Horace Jones et Wolfe Barry. Il fait 64 mètres de haut pour 244 mètres de long. Il est classé pour patrimonial et il se situe au-dessus de la Tamise, que l'on peut visiter en bateau. Le Tower Bridge est du style néo-gothique.
sur place à Londres pour parler d'un sujet très important, le Brexit. Et d'ailleurs, Madame la Reine, que pensez-vous du Brexit? Je ne peux pas me prononcer sur ce sujet. I'm sorry, je suis désolée. Bonjour à tous, bienvenue à Londres pour parler du Brexit. Le Royaume-Uni se situe entre le nord de la France et l'Islande. Depuis le 1er janvier 1973, le Royaume-Uni fait partie de l'Union européenne. Il est composé de plusieurs pays, l'Angleterre, l'Écosse, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord. Nous pensons que vous avez déjà entendu parler de ce fameux Brexit. Mais aujourd'hui, nous allons répondre à toutes vos questions. Savez-vous en quoi il consiste? Qu'est-ce que le Brexit? Et quelles sont les raisons pour lesquelles nous sommes contre celui-ci et pourquoi ne s'est-il toujours pas produit? Pour plus d'informations, allons rejoindre nos correspondantes Salomé et Clémence devant le Tower Bridge. Bonjour Salomé, que pouvez-vous nous dire sur ce fameux Brexit? Bonjour Marie. Bonjour, je vais donc vous éclairer sur le sujet du Brexit. C'est une abréviation de British Exit, désignant la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Souvenez-vous, en juin 2016, il y a eu un référendum. Excusez-moi, chers collègues, mais c'est quoi ce truc? Pour votre information, cher ami, un référendum, c'est quand le chef du gouvernement pose une question au peuple qui doit répondre par oui ou par non. Ah, bah c'est comme une yes no question en fait. Oui, c'est ça. Bon, revenons à nos moutons. C'est David Cameron, l'ancien Premier ministre de l'Angleterre, qui a organisé ce référendum. Bravo. Et le verdict a été positif. Environ 51% des habitants du Royaume-Uni ont voté pour la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Mais quand j'y pense, le Brexit n'a toujours pas eu lieu. Non, en effet, Salomé, il n'a toujours pas eu lieu. Bah, pourquoi? Bah oui, attendez, je vous explique. Il n'a pas encore eu lieu, car ils n'ont pas assez réfléchi avant de faire un référendum et ne s'attendaient certainement pas à cette réponse. Mais dans les deux cas, les contre comme les pour ont de très bons arguments pour défendre leurs idées. Mais s'il y a le Brexit, ce serait quand même un vrai foutoir. Oui, je suis entièrement d'accord avec vous, Clémence. Mais d'abord, nous ne pouvons plus aller au Royaume-Uni sans visa. Non, pas la peine de poser cette question. Mademoiselle Chopin, je commence à vous connaître. Selon Monsieur Larousse, un visa est un cachet authentique valant autorisation de séjour à poser sur un passeport par les services diplomatiques. Donc oui, où en étais-je? On est toujours interrompu avec celle-là. Ah c'est ça, les inconvénients du Brexit. Premièrement, cela va décourager plusieurs touristes, donc ça va faire baisser l'économie du pays. Et ouais aussi... Wait please, je prends le relais. Ok. Seconde raison, le chômage va augmenter au Royaume-Uni. Il est dit que d'ici 2 ans, le chômage sera à 6,5%. Apparemment, le Brexit coûterait environ 129 milliards d'euros de perte d'activité, ce qui ferait 950 000 emplois en moins d'ici 2020. Coupé. Ah c'était bien, franchement, ouais, c'était bien. Alors, ouais, franchement, ah non. Ah oui. Ah, vas-y, c'est à toi, je crois. En conclusion, pour nous, le Brexit, c'est FBI, fausse bonne idée. Nous allons maintenant rejoindre nos reporters Léandre, Vincent et Victor devant la City. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes là aujourd'hui pour vous présenter notre petit reportage sur la City et le Hyde Park. La City était autrefois une entreprise celte puis romaine. C'est-à-dire un centre à la fois historique et culturel. Il faut savoir que la City était auparavant un quartier populaire de Londres. Il s'est transformé au fur et à mesure du temps pour devenir ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire le quartier le plus visité et le plus riche de Londres. On y trouve à la fois les plus vieilles et les plus récentes constructions de Londres. C'est le centre d'affaires et de la finance mondiale. En voici quelques-unes. Sky Garden. C'est un jardin situé tout en haut d'un gratte-ciel avec une vue imprenable sur la City et l'ensemble de Londres. Mais encore Tower of London. La tour de Londres est le monument le plus ancien de la ville. Il a été édifié en 1078 et il a été fortifié au début du XIVe siècle.
Saint-Paul cathédrale. Cette cathédrale remplace Old Saint-Paul après l'incendie de 1666. Elle est évidemment située dans la City. Nos journalistes sont partis à la rencontre des Londoniens pour savoir ce qu'ils pensaient du Brexit. Et vous, toujours pas d'avis, Madame la Reine? I'm sorry. How do you feel about the Brexit? Are you for or against? I'm against Brexit. I'm for remaining. Why? Because we are in a world of Je suis contre le trading Brexit. blocs. Je suis pour le fait de rester dans l'Union Much better européenne. Parce que nous sommes dans un monde de grands groupes d'échanges commerciaux. C'est ça? C'est beaucoup mieux si nous faisons partie de celui qui est maintenant le plus important. How do you feel about the Brexit? Are you for or against? I voted not against Why? because I think we get a lot of benefits from Europe, and I think it's good for the younger generation for travelling and so on, getting into different countries. I think that'll be harder. I think the euro will be affected quite. J'ai voté carrément contre, parce que nous tirons beaucoup d'avantages de l'Europe. Et je crois que c'est bien pour la jeune génération qui voyage beaucoup. Et cela risque d'être beaucoup plus dur au niveau des relations avec l'Europe. Comme ma femme, j'ai aussi voté pour rester dans l'Union européenne. J'espère que nous resterons. Vous voyez? Well, if you're from London, I think we all voted to remain because we're European pretty much. But the majority of people voted to leave, mainly because of politics and history, that sort of thing. But yeah, it's quite. I think it's quite sad because you know it's. Si vous êtes de Londres, je crois que vous votez pour rester, parce que l'Europe donne beaucoup. Mais la majorité des gens ont voté pour quitter l'Union européenne. May et sa politique. Oui, je crois que c'est assez triste. Vous savez, c'est une chose qui va arriver. Mais bon. How do I feel about Brexit? I think it's an absolute bore, quite frankly. You know, I feel very strongly that May. Comment je me sens par rapport au Brexit? Je trouve que c'est très moche, pour parler franchement. Vous savez, je prends ça vraiment à cœur. Tout ce que cette femme a fait, elle a fait preuve de faiblesse, vous savez, en tant que femme. Elle en voulait et avait besoin de vous tous. Mais là, elle est au plus bas parce qu'elle n'a fait que transférer des actes de loi en allant d'une décision à une autre. Ça a coûté des milliards au pays et à nous tous à cause de la façon pitoyable que cette femme a de gouverner. Donc oui, je me sens vraiment laissée pour compte. Désolée. Bonjour à tous, nous sommes ici dans la capitale anglaise pour vous parler du Brexit. Le British Exit, plus communément appelé le Brexit, est un accord qui souhaite la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Pourtant, le Royaume-Uni fait partie de l'Union européenne depuis 1973. Ce référendum a été demandé le 23 juin 2016 par David Cameron. Pour rappel, un référendum est une question posée par l'État par laquelle le peuple répond par oui ou par non. La population anglaise a répondu oui à la sortie de l'Union européenne de l'Angleterre à 51,9%. Beaucoup de gens pensent que le Brexit est une mauvaise chose. Pourtant, il y a autant d'avantages que d'inconvénients. Voici quelques exemples pour lesquels l'Angleterre voudrait quitter l'Union européenne. Retrouver son indépendance. Limiter les dépenses dues à l'Union européenne. Et réduire l'immigration. Notre reportage est désormais terminé. Merci de nous avoir écoutés. Bye. Hi. Mon équipe et moi nous nous trouvons sur la place Trafalgar Square. La place est une place très célèbre de Westminster. Elle se trouve au nord de l'intersection de la gare Charing Cross. Plusieurs rues s'y rejoignent. Elle commémore la bataille de Trafalgar qui a opposé les flottes franco-espagnoles et anglaises en 1805.
C'est un espace connu pour être social. L'architecte John Nash a conçu la place en 1820 et fut construite entre 1829 et 1840. Cette place est connue pour être le lieu où sont installées des ambassades, dont le Haut Commissariat d'Afrique du Sud. On y trouve aussi la célèbre National Gallery, l'un des musées les plus importants de Londres, ou encore l'église anglicane Saint-Martin de Sales. Aussi la statue de George Washington. Au centre de la place, nous pouvons trouver deux fontaines monumentales qui sont éclairées par des LED. Trafalgar Square possède le plus petit commissariat de Londres, qui a une forme cylindrique. Au centre de la place se trouve la colonne Nelson, construite en 1843, qui honore l'amiral Horatio Nelson, mort pendant la bataille de Trafalgar, alors qu'il dirigeait la flotte anglaise. Sais-tu où il est enterré? Non, dis-le-moi. Il repose à la cathédrale Saint-Paul. La statue est entourée par des sculptures de lions qui protègent l'officier. La légende raconte que les sculptures ont été faites avec le métal de la flotte française vaincue par Nelson. La statue a été positionnée de sorte qu'il puisse voir sa flotte amarrée à Portsmouth. Le monument atteint 44 mètres de haut et se compose d'un piédestal, d'une colonne en granit cannelé, d'un chapiteau de bronze et de la statue du général Nelson qui mesure 4,50 mètres de haut. Depuis 1947, une tradition veut que la ville d'Oslo offre chaque année pendant la période de Noël un sapin qui sera dressé sur la place. Depuis le début du XXe siècle, Trafalgar Square est le principal lieu de rassemblement des personnes se réclamant aux droits démocratiques et de la pression du Royaume-Uni qui tente d'attirer le citoyen sur un sujet censé influencer l'opinion publique, comme Speaker Cornell. La place est très fréquentée et animée à n'importe quelle heure de la journée. Nous retrouvons de suite Mathilde qui se trouve sur Piccadilly Circus. Comme Léa le disait, je me retrouve sur la place Piccadilly. La place Piccadilly est un carrefour routier et aussi une place piétonne. Elle se situe en plein cœur du West End où se rejoignent 5 grandes artères. Autour, nous pouvons trouver des centres commerciaux et des centres de loisirs. Non loin se trouve le London Trocadéro et le quartier riche de Mayfair. La place était considérée comme le centre de l'Empire britannique. Son nom est dérivé d'une des 5 rues qui l'entourent, la rue Piccadilly, auquel ils ont ajouté Circus. Cool! Un cirque sur une place! Mais tu vois bien qu'il n'y a pas de cirque! Circus vient du latin, ça veut dire cercle. Il faut le prendre dans le sens figuratif d'un espace rond ouvert. Bon, tu nous saoules, moi je parlais de la fontaine. Oui, 2 secondes, je finis ce que je disais. Donc j'allais dire que sur cette place, il y a une fontaine, dont Manon a hâte de vous parler. La fontaine a été construite en 1893 en mémoire de Lord Shaftesbury et surplombée par un ange de la charité chrétienne communément appelé Eros Dieu de l'amour. Cette fontaine constitue un coin privilégié pour les personnes voulant se poser quelques minutes et regarder les spectacles de rue qui s'y produisent tout l'été. Aujourd'hui, on y trouve beaucoup de magasins, restaurants, théâtres et comédies musicales. La place est accessible au public tous les jours de la semaine à n'importe quelle heure. Pour les magasins et restaurants, ils sont généralement ouverts de 10h à 23h. La place est visitée par plus de 100 millions de personnes jour et nuit chaque année. Et les panneaux d'affichage sont allumés 24h sur 24. C'est bon, vous venez? See you later! Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ici aujourd'hui pour vous présenter la cathédrale Saint-Paul, qui est un édifice religieux. La cathédrale a été construite de 1175 à 1710 après la destruction de l'ancien édifice suite à l'incendie de l'an 1766. La cathédrale Saint-Paul est la cathédrale du diocèse de Londres. Elle couronne Ludgate Hill, site qui accueille 4 sanctuaires. Avant la cathédrale. T'as le droit de dire? Les deux styles qui dominent la cathédrale sont le style classique et le style baroque. La cathédrale fait 111 mètres de hauteur. Elle est considérée comme étant le chef-d'œuvre du célèbre artiste anglais Sir Christopher Wren. C'est qui Sir Christopher Wren? Sir Christopher Wren est un savant et architecte britannique datant du XVIIe siècle. Elle est considérée comme une des églises nationales de l'Allemagne. Elle accueille 1,5 million de visiteurs chaque année. Les visiteurs sont souvent des fidèles à l'anglicanisme, mais aussi un nombre élevé de tourisme qui affluent par visiteurs
visiter son architecture. C'est quoi l'anglicanisme? L'anglicanisme est une confession chrétienne de type protestant. L'anglicanisme apparaît en 1534 quand le roi d'Angleterre Henri VIII, par des raisons personnelles, rompt avec la couronne. Bonjour à tous, pour ma part je vais vous parler des rues de Londres plus en général. Si vous aimez être émerveillé ou surpris par des rues hautes en couleurs, des architectures venant d'époques différentes et pourtant si belles ensemble, vous allez adorer la ville magnifique et surprenante qu'est Londres. Je peux vous garantir que vous trouverez votre bonheur parmi ces rues différentes toutes l'une de l'autre. Par exemple, Notting Hill et son célèbre marché de Portobello Road, où vous pourrez trouver des vêtements vintage, livres ou encore des produits bio. Covent Garden est aussi connu pour ses objets artisanaux. Il y a Savile Row où se trouve notamment au numéro 15 la boutique Henry Paul & Co. à King devant la mention du smoking. Ou encore Bond Street et Mayfair, zone commerciale la plus chic de Londres qui compte par exemple Burberry et Louis Vuitton. Mais Londres possède aussi le plus grand centre commercial urbain d'Europe, Westfield Stafford City. Enfin et surtout, dans Londres, les gens aiment être différents. Ils se dévisagent beaucoup moins qu'en France. La personnalité des gens ressort beaucoup. Ils s'habillent comme ils veulent, se colorent les cheveux comme ça leur plaît. Je trouve ça génial de pouvoir s'affirmer de la sorte. C'est en tout cas l'image que j'ai de cet endroit de par mon voyage. Voici pour moi. Bonne journée, retenez ça, l'Apple Store se trouve à Regent Street. Bonjour, je m'appelle Émile Jubin. Je vais vous parler des rues de Londres. Tout d'abord, je vais commencer avec la cabine téléphonique rouge, qui est un mobilier urbain mondialement connu, devenu dans l'iconographie célèbre. Dans l'iconographie à caractéristiques emblématiques de Londres et du Royaume-Uni, elle a été conçue par l'architecte Sir Gilbert Scott pour le modèle K6 en 1935. La cabine est rouge parce que c'est la couleur de l'uniforme du Royaume-Uni. Cette cabine a traversé les bombardements de Londres. C'est le seul objet qui est resté debout dans les ruines de Londres. Je vais maintenant vous parler des taxis londoniens. Les taxis de Londres sont des taxis officiels de cette ville. Il y en a 23 000, soit 11 taxis pour 1000 habitants. Ils sont très souvent noirs, mais ils peuvent être gris ou bordeaux. Ces taxis noirs se nomment les Black Cab. Ils sont conduits par des chauffeurs qui travaillent à titre individuel. Pour finir, je vais vous parler des bus londoniens. Le bus rouge à 2 étages est un bus impérial. Il fait partie des symboles emblématiques de Londres. Ces bus roulent de nuit. Ils commencent à rouler quand le métro est fermé. Il y a 8500 bus qui circulent à Londres. Oxford Street est une célèbre avenue commerciale dans le centre de Londres, dans le quartier de Westminster, qui a plus de 300 magasins. Cette avenue a beaucoup de magasins comme Liberty, London, Primark et encore plein d'autres. Elle s'étend sur 2,5 km entre Marble Arch, au niveau de Eden Park, et Toamont Court Road Station. Mais l'accès des véhicules à cette avenue est limité aux autobus, taxis, vélos, entre 7h du matin et 7h du soir. Ah, le repas, c'est très bien. You can answer in English, it's we have to speak English. Okay, so first Que représente la France pour vous? Vous pouvez le dire en anglais, ils doivent parler anglais. Tout d'abord, j'ai de la famille en France, donc ça veut dire culture familiale française.
On peut vraiment tout faire là-bas, comme aller skier en montagne ou aller à la plage du côté de Montpellier. What does France mean to you? As a country, Yes. the whole thing, well, good question. We like to go there, don't we? My mother has a house there. En tant que pays, eh bien, nous aimons y aller. Ma mère avait une maison là-bas. Maman, que représente la France pour toi? Ah, la France, c'est formidable. J'adore. J'adore les Français, la langue française, les paysages, les maisons, tout. What does France mean to you? France, as in what I think of France. As a country? Genre ce que je pense de la France. Je trouve que c'est un beau Yeah, pays, city of love oui, is surtout romantic si on city. aime le côté romantique, Good food as well. très bonne nourriture également. And fashion as Et well. chic Yeah. et branché, oui, la mode parisienne. Have you ever been to France? Already 5 or 6 times. Where exactly? Paris, la Côte d'Azur. Êtes-vous déjà allé en France? Oui, peut-être 5 ou 6 fois. Où exactement? Paris, Côte d'Azur, petit circuit au centre. Oui, peut-être quand même en tout une dizaine de fois, entre Paris et la Côte d'Azur. Excuse me, we are French people and we need to ask you questions. Okay. I'm very famous. Yeah, yeah, please, Thanks. but quickly because so many other people. Yeah, anyway, enjoy it. Enjoy it. Have a good day. Okay. Do you know these famous people's names? I don't know. Sorry. No, I don't know him. Is Charles de Gaulle? Je ne sais pas, désolé. Je n'habite pas ici. Je suis pas trop dans le culturel. Zinedine Zidane. He's the coach of the French national team. And nowadays he's Ah, Zinedine coach of Zidane. the Il Real a été Madrid. l'entraîneur des Français en 1990 et maintenant il est l'entraîneur du Real de Madrid. Il est très intelligent. Je l'aime bien en tant qu'entraîneur et en tant que joueur. Thank you. Welcome. Have a good day. Thank you. Thank you so much. These people. De Gaulle? Have a look at this. De Gaulle? Yes. Charles de Gaulle? Yes. Yeah, Okay. great. Good. That is Edith Piaf? Yes. Yeah. Too easy. Go on, next one. Oh, the best. Zidane. Zidane. Ok, c'est bon. T'en as plus? C'est bon, c'est bon. Il y en a encore une normalement. Oh, that's she's It's a little- French, isn't a little she? bit more She difficult. was Johnny Depp's partner. Yes. Yes, I can't I remember the don't name. know. Vanessa Yes. Paradis. Yeah. Yeah. Great. Good job. And the last one. Who's that? I don't know. It was a showman. It was a showman. Yeah, I don't know. It's Coluche. Who is it? Coluche. No. Ok. Thank you. Okay. Thank Thank you. you. Have a nice day. Nous quittons maintenant Londres pour Douvres et ses tunnels. J'aime la guerre. Bonjour à toutes et à tous, je me trouve actuellement devant les tunnels de Douvres, les Secret Dover Wartime Tunnels. Il y a beaucoup de vent ici, on peut presque s'envoler. Il faut savoir qu'à Douvres, les tunnels ont été inaugurés en vue de la guerre en 1940 par Winston Churchill. Ils ont été construits en moins de 100 jours dans des falaises de craie sur la côte anglaise appelée White Cliff. Ils mesurent 1 km de long. À cause des risques de débarquement ou des bombardements ennemis, Winston Churchill a décidé de mettre au point ces tunnels par précaution pour l'Angleterre. Il a anticipé le Blitz. Voyons maintenant l'histoire des tunnels durant la Seconde Guerre mondiale avec mon collègue Rémi. Les tunnels de Douvres avaient pendant la guerre deux utilités. Premièrement, ils servaient de protection contre les bateaux sous-marins et avions allemands. Deuxièmement, ils possédaient des radars afin de détecter les bateaux, avions et sous-marins ennemis. Grâce à ces tunnels, les Anglais ont pu évacuer la plupart des soldats anglais, une petite partie de soldats français et belges, bloqués à Dunkerque lors de l'encerclement allemand de fin mai 1940. Maintenant, passons
au rôle des tunnels après la guerre. Sleeping quarters, operating theatres, command centres. Rome, radar operators would send fake military orders and commands to confuse the Germans. Depuis 6 décennies que les tunnels de la Seconde Guerre mondiale accueillent des visiteurs. Les 352 mètres carrés de tunnels ont d'abord été abandonnés en 1950, puis bouchés en 1960. Le site a été racheté en 2012 par l'entreprise National Trust qui, après 18 mois de travaux de rénovation, a ouvert ses portes au public en 2014. C'est d'ailleurs en déblayant que l'entreprise a trouvé des vestiges témoignant de la Seconde Guerre mondiale, comme des livres et des paquets de cigares, des soldats qui vivaient durant la guerre. Notre reportage est maintenant terminé. Je vous remercie de votre attention. Petit pas devant, petit pas derrière. Allez, petit pas devant, petit pas derrière. Dans les cas et catch. Petit pas devant, petit pas derrière. Allez, petit pas devant. Hey, ladies and gentlemen, are you ready? I can feel it. Oh, yes. Oh, my love, I wanna make you move. Hey, hey, my song is back on, baby. And everybody's singing. Good baby. Hey, ladies and gentlemen, are you ready? I can feel it. Oh, yes. Oh, my love, I wanna make you move. Hey, my song is back on, baby. And everybody's singing. Good baby. Notre édition spéciale est maintenant terminée. Merci de votre attention. Merci à vous, Votre Majesté. Merci Charlotte. Au revoir.